Donc, tu travailles aujourd'hui avec les couples donc, moi, je travaille pas avec les couples et je sais que quand quelqu'un vient vers moi pour les couples, je vais orienter plutôt vers les personnes qui incarnent ça, en fait. Donc, qui ont une relation et qui ont une relation qui marche bien. Parce C'est vrai. que c'est compliqué de guider les autres sur des choses où on n'a pas soi-même fait le travail. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ce qui s'est passé dans ta vie relationnelle et comment est-ce que tu as répondu à ce problème de départ qui était le désir qui s'étiolait? Avec plaisir. Alors effectivement, en tout cas, le point d'arrivée, c'est que je suis mariée, ça fait 7 ans qu'on se connaît avec mon mari, je suis enceinte, donc globalement, voilà, la relation tient bien. Et j'ai vu le moment d'ailleurs où j'ai failli la saboter comme toutes les autres. Euh, et, et notamment, en fait, en étant victime de croyances et d'ombres de certains des hérotypes. On voit que chaque hérotype a ses ombres et ses lumières. Et j'étais victime notamment de ce que j'appelle l'ombre du primal. Donc le primal, c'est l'hérotype qui a besoin d'une forte fréquence sexuelle, qui gère très mal la frustration et qui a tendance à attendre de l'autre et du couple qui viennent, qui fournissent les orgasmes explosifs qui permettent de les détendre. Et mon mari étant beaucoup moins primal que moi, il n'avait pas du tout ce besoin-là. Et moi, je partais du principe qu'en plus, un homme, ça devrait avoir encore plus, une libido encore plus forte que la mienne. Enfin, donc forcément, il m'aime pas. Donc forcément, il y a un problème. Et puis, bon, plus en plus, toute cette blessure du féminin qui fait que si j'ai plus de valeur sexuelle, est-ce que j'ai de la valeur tout court? Enfin bon, j'ai analysé un petit peu toutes les peurs qu'il y avait derrière. Mais avec la grille de lecture des hérotypes et connaissant du coup aussi son hérotype à lui qui est plus sensitif, on est un peu en inversé. Généralement, les hommes sont plutôt dans le primal et les femmes dans le sensitif. Nous, on était dans une configuration inverse. J'ai compris que ma façon d'aller lui demander ce dont j'avais besoin, donc était en gros en lui mettant la pression et en lui reprochant de ne pas avoir une libido suffisamment forte, en lui disant mais tu ne me désires pas, c'est quoi ton problème, c'est quoi mon problème, parce que je culpabilisais aussi énormément. Je me disais que ça venait de moi. J'ai compris que lui, il fallait pour lui, en tant que sensitif, que certaines conditions soient réunies pour qu'il puisse même seulement penser au sexe. Pour les sensitifs, il faut qu'ils se détendent avant, en gros, avant de pouvoir penser au sexe, alors que le primal, c'est l'inverse. Il leur faut du sexe pour se détendre. Donc, on était sur non seulement un écart, mais même un conflit de besoins, en fait. Et comprenant son fonctionnement à lui, je me suis dit, bon, bah, en fait, si je veux du sexe, on va s'organiser un petit week-end tranquille, où il va se détendre. Ils ont besoin que les sensitifs ont besoin que leur sens soit éveillé, ils ont besoin de sécurité affective aussi, enfin voilà, et puis que ça prenne le temps que ça prenne, et que ce soit dans un cadre un peu idyllique, un peu quelque chose un peu romantique, etc. Donc, connaissant tout ça, en gros, connaissance au mode d'emploi, j'ai pu mettre en œuvre ce qu'il fallait mettre en œuvre pour nourrir mon besoin à moi. Et réciproquement, j'ai pu aussi lui expliquer en des termes qui n'étaient pas qui n'étaient ni des reproches, ni des jugements, et qui étaient clairs, en disant, bah, moi, en fait, là, en ce moment, je me sens en mode primal. Je préfère dire, je me sens tel hérotype que je suis, parce que ça bouge, on en a plusieurs, etc. Ce qui veut dire que j'ai besoin de ci, de ça. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour que tu puisses me donner ça sans aller à l'encontre de tes besoins à toi? Et donc, on a trouvé des codes au quotidien aussi, parce qu'il y a tout l'espace ce que j'appelle les préliminaires permanents. Et ça, pour maintenir le désir dans le couple, en fait, c'est essentiel. C'est pas dans les rapports sexuels que ça se passe, c'est entre. Et comment au quotidien, dans la façon dont on se regarde, la façon dont on se touche, la façon dont on se parle, euh, si je le laisse faire lui, il va être très câlin, en sensitif, il va être très doux, très attentionné, très tendre, mais ça va pas nourrir mon primal qui a besoin de sentir le désir, quelque chose de plus intense, un peu provoquant. Moi, je suis primal transgressif, donc aussi qui aime bien la tension dramatique un petit peu de la séduction. Donc j'ai pu lui expliquer tout ça. Et on s'est dit, bah, tiens, si au quotidien, tu passes derrière moi et tu me prends par les hanches et tu te colles contre moi pour me faire sentir ton désir, même s'il n'y a pas de rapport sexuel derrière, il y a quelque chose qui est nourri en moi et qui s'apaise.
Et du coup, je tombe plus dans ces reproches, ces critiques qui, du coup, enfin, voilà, c'est le cycle de la déconnexion sexuelle dont je parle dans mon cours, où ça commence par ces écarts qui sont tacites, et puis ça crée de la déception, et puis la déception crée de la colère ou de la culpabilité, et puis ça crée des reproches ou des replis, et puis ça crée l'éloignement, et puis en fait, c'est de pire en pire. Donc voilà, c'est ce cercle vicieux-là que j'ai pu éviter en disant, bah, c'est juste qu'en fait, c'est pas qu'on s'aime pas, c'est qu'on a des profils différents, et voilà comment fonctionne chaque profil, et voilà comment on va faire en sorte que ça matche. Voilà, encore une fois, une longue réponse à ta question. C'est hyper intéressant parce que je pense que la plupart des gens ne savent même pas qu'on est différent en fait, parce qu'on est avec nous-mêmes et on pense que le monde entier est comme nous en fait. Exactement, exactement. On projette, alors c'est très humain de projeter son propre fonctionnement et sa propre lecture du monde, mais en plus on est dans une culture qui pousse un modèle un peu unique de sexualité, hein. Donc c'est quasiment impossible de se rendre compte de ça s'il n'y a pas quelqu'un qui te l'a dit, quoi. En gros, c'est vraiment notre mode par défaut, c'est de projeter notre fonctionnement sur l'autre en fait. Et il me semble, donc du coup, c'est un vrai processus, tout ce travail, parce que, un, ça nécessite de savoir quelles sont les différentes possibilités d'expression, deux, de se connaître, de savoir quels sont mes besoins, et trois, de les exprimer, ce qui est encore une autre étape. Exactement, exactement. Et ça peut être vraiment le travail de nuit, parce qu'il y a ces étapes-là qui sont un peu le minimum vital pour sauver sa relation. Donc effectivement, connaître les possibles, identifier son profil et celui de son ou sa partenaire. Et puis après, apprendre à parler le langage l'un de l'autre. Après, il y a aussi tout un travail, comme chaque hérotype a des ombres et des lumières, on peut aller individuellement guérir certaines ombres, grandir certaines lumières. Donc, il y a aussi tout le côté activation du potentiel personnel et toutes les explorations. Parce qu'à minima, l'idée, c'est que moi, je puisse parler l'érotype dominant de mon partenaire et réciproquement, mais après, on peut aussi s'amuser à aller en explorer d'autres qu'on n'a pas très actifs ni l'un ni l'autre, mais c'est juste une occasion d'explorer ensemble, d'apprendre ensemble, de grandir ensemble. Donc ça devient vraiment un chemin de développement personnel. D'où le nom érothérapie, j'imagine. D'où le nom, voilà, érothérapie, effectivement, parce que ce qui est en jeu là derrière aussi, c'est la circulation de l'énergie sexuelle. Donc chaque hérotype étant une expression à un certain chakra de l'énergie sexuelle, et du coup ça a des répercussions dans la vie aussi, c'est-à-dire que si je vais explorer érotiquement l'érotype transgressif, je vais aller travailler sur mon 3e chakra, et ainsi de suite. Donc ça peut même aussi être utilisé intentionnellement. On peut du coup non pas utiliser la thérapie pour sa vie sexuelle, mais utiliser sa vie sexuelle pour la thérapie. Ça, c'est vraiment un point clé. C'est ce que je constate aussi beaucoup dans mon travail. C'est vraiment l'impact, en fait, quand on travaille certains aspects dans la sexualité, à quel point tout le reste de notre vie se transforme. C'est ça, absolument.